Le 21 janvier dernier, s'est tenue à Agadir la deuxième conférence de haut niveau de l'initiative de la ceinture bleue, connue à l'international sous le nom de Blue Belt Initiative. Présidée par Mohamed Sadiqi, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, cet événement majeur a réuni des représentants de 32 pays, dont 24 pays africains, représentés par leur ministre de l'Agriculture. De même, 12 organisations internationales étaient présentes à l'événement. Méconnue du grand public, la Blue Belt Initiative s'est donnée pour objectif, depuis sa création en 2016, de développer une gestion durable des richesses halieutiques et aquacoles des pays ayant adhéré à cette initiative. 2 jours plus tard, soit le 2 février, commençait toujours à Agadir le 6e Salon international Haliotis. L'innovation, la recherche et développement et la durabilité furent au centre de cet événement majeur des industries de la mer. Aujourd'hui, nous revenons sur la Blue Belt Initiative avec Abdelmalek Faraj, le directeur de l'Institut national de la recherche halieutique, qui a eu la gentillesse de nous accueillir au centre régional de l'INRH à Casablanca pour entrer dans les détails de cet ambitieux projet. Pilotée par l'INRH, cette initiative apporte la preuve concrète que rentabilité et durabilité peuvent non seulement aller de pair, mais s'inscrire dans une dynamique vertueuse et auto-entretenue. Convertir un problème en une opportunité, voilà le grand défi de ce changement de paradigme. Nous en parlons immédiatement, juste après le générique. Abdelmalek Faraj, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'assister à la deuxième haute conférence relative à la Blue Belt Initiative. Alors, c'est toujours plus classe et sérieux de le dire en anglais, mais c'est l'initiative Ceinture Bleue. Alors, c'est un peu le bébé de l'Institut national de la recherche halieutique, entre autres, qui est différentes autres parties prenantes. Alors, la plupart des gens, malheureusement, ne connaissent pas cette initiative, alors qu'elle est centrale dans la démarche qu'a choisie le Maroc, qui est celle du développement durable, d'un développement harmonieux en rapport avec la nature, avec nos ressources et notre patrimoine, et qui arrive à conjuguer l'impératif de rentabilité avec l'impératif de la préservation des ressources naturelles du Maroc. Et durant cette deuxième haute conférence, il y a eu à peu près 16 ministres, si je ne me trompe pas, qui étaient présents de différents pays africains. Donc il y a eu 22 pays au total qui étaient représentés et qui participent au programme de la Blue Belt Initiative. Alors vous, en tant que directeur de l'Institut national de recherche halieutique, pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes, c'est quoi la Blue Belt Initiative? Merci Rachid. Donc effectivement, la Blue Belt Initiative a été initiée lors de la COP 22. Elle a été lancée par le département de la pêche maritime et l'INRH a beaucoup contribué à cette initiative et à son lancement. Et l'objectif de cette initiative, c'était de développer une nouvelle manière d'exploiter les océans et notamment en matière de pêche et d'aquaculture, tout en faisant face aux défis du changement climatique, aux défis de la pollution marine, aux défis de la surexploitation et aux défis de la destruction de ce capital naturel qui est les écosystèmes marins. Donc, sachant le leadership que le Maroc prenait lors de cette COP 22. C'était en 2016. En 2016, nous avons travaillé ensemble avec d'autres partenaires comme la FAO et d'autres partenaires internationaux, la Banque mondiale, pour vraiment mettre en avant une initiative qui fédère et mobilise plusieurs pays autour d'un même objectif. Et l'idée centrale derrière cette initiative, c'est que la surexploitation ou la destruction des ressources naturelles n'est pas une fatalité. Nous pouvons poursuivre le développement humain d'une manière respectueuse vis-à-vis de l'environnement et respectueuse vis-à-vis des océans. D'accord. Donc on peut dire que pendant très longtemps, on voyait le développement durable comme une
contrainte pour le développement. C'est-à-dire qu'il se fait au détriment de la productivité. Ça, c'était le paradigme ancien. Exactement. Et aujourd'hui, le nouveau paradigme, c'est qu'en fait, on peut conjuguer les deux. Exactement. Tout à fait. Et au contraire, même en voulant réparer, atténuer les impacts du changement climatique, ça peut constituer des opportunités économiques. L'objectif et le slogan que nous essayons de faire valoir est comment transformer une contrainte en opportunité. Et il y en a beaucoup, il y a des exemples concrets. Et l'intérêt de l'Afrique et du Maroc en particulier, c'est que nous pouvons justement saisir ce genre d'occasion pour se mettre au même niveau et si ce n'est être en avant-garde de ce nouveau paradigme qui est le développement durable et surtout l'économie bleue. Alors, cette initiative, évidemment, l'objectif au départ était d'expliquer ces idées derrière, qu'est-ce que ça représente. Et nous avons eu, pour son lancement, 2 conférences de haut niveau, à des niveaux ministériels et d'ambassadeurs ou de représentants des ministères de la pêche en particulier, spécifiquement. Et l'intérêt de cette 2e édition, c'est qu'il y a eu une réelle confirmation, une réelle adhésion de cette initiative et l'adhésion de mettre en place une plateforme collaborative. L'objectif et l'essence de cette initiative, c'est de former une plateforme autour de laquelle nous collaborons, tous les pays, et nous développons des projets sud-sud ou des projets tripartis, nord-sud-sud. Et cette plateforme collaborative vise à travailler, préparer les projets, mettre en avant des projets, mobiliser les fonds au service des pays bénéficiaires potentiellement qui n'ont pas cette capacité soit de monter des projets innovants et durables, soit de transformer leur système d'observation des océans, soit de faire des appels de fonds et d'aller récupérer des fonds comme le Fonds vert pour le climat ou des fonds pour la Banque mondiale parce que c'est trop exigeant en termes de montage, en termes d'ingénierie financière ou d'ingénierie de montage de projets, tout simplement. Donc, l'idée, c'était de faciliter la tâche que ce soit à des opérateurs privés ou que ce soit à des institutions et pouvoir accélérer cette transformation des usages des océans. Donc, en fait, le premier but, c'est de créer une plateforme qui permet de mutualiser les moyens, notamment au profit des pays en voie de développement, de certains pays africains, de mutualiser les moyens financiers en permettant des accès à des financements, mais également des moyens techniques, scientifiques et des accompagnements. Exactement. Alors ça, c'est vraiment le cas pour la composante de l'observation des océans. Parce que l'intérêt de cette initiative, c'est que elle aborde l'économie halieutique de manière globale, de l'observation jusqu'au consommateur. Et donc, il y a toute la connaissance scientifique, toute la technologie à mettre en place pour systématiser l'observation, les prédictions et le développement des connaissances scientifiques sur les océans. Donc, il faut une veille permanente. Une veille permanente. Et cela coûte extrêmement cher. Mesurer une température à terre, ça représente rien du tout. Observer le comportement d'un arbre ou d'un animal qu'on élève représente rien du tout. Le faire dans l'océan, c'est autrement plus compliqué. C'est presque aussi compliqué que d'envoyer une fusée sur la Lune. Et du coup, c'est quelque chose de très coûteux, de très capitalistique, qui nécessite non seulement des moyens à investir pour envoyer ceci, ou pour mobiliser, pour opérer ces observations, mais en plus, ça nécessite une infrastructure à terre, des ressources humaines. Donc l'observation des océans, aujourd'hui, coûte très cher
Et historiquement, elle était opérée par des pays avancés ou historiquement maritimes. Ça commence à changer aujourd'hui. Ça commence à changer et le Maroc a énormément investi dans ce système d'observation. Le Maroc a investi plus d'1,5 milliard de dirhams en l'espace de 10 ans dans la recherche halieutique. Donc acquérir du matériel, former des gens, Acquérir du des matériel, infrastructures. acquérir des bateaux, investir sur des laboratoires et ainsi de suite. Je pense que le Maroc peut être fier de l'investissement qu'il a fait dans la recherche halieutique. C'est vraiment un acquis très important. Et l'intérêt, c'est que les opérateurs, les bénéficiaires immédiats voient progressivement l'intérêt, le retour sur investissement. Donc, cet investissement que nous faisons, nous militons pour que, non seulement il sert pour le Maroc, mais sachant que la problématique du changement climatique, la problématique des ressources halieutiques, eh bien, c'est une problématique globale. Nous devons mutualiser les moyens et nous devons travailler avec tous nos pays voisins africains, soit pour mutualiser, pour travailler ensemble, pour faire des campagnes de prospection conjointes et continuer à développer ensemble. Parce que même si nous avons beaucoup investi, on est encore loin de ce qui sera nécessaire pour le futur. Et y a-t-il des phases dans la Blue Bet Initiative? C'est-à-dire la première phase, voici les objectifs, la deuxième, la troisième? Oui, bien sûr, c'est une initiative qui se construit progressivement et en toute honnêteté, nous voyons les ambitions à chaque fois, nous revoyons les ambitions. Nous avons défini un cadre stratégique qui est disponible, qui a été validé lors de la conférence de haut niveau, qui en fait, cette conférence de haut niveau constitue le patronage politique, en fait, le sponsoring politique. Et la plateforme collaborative est une plateforme plutôt technique ou sera une plateforme technico-financière qui permettra la réalisation de projets concrets. Parce que l'objectif, c'est de faire des choses concrètes. Et donc, le cadre stratégique, on peut, je crois, le trouver sur Internet. Oui, maintenant, il sera sur Internet, tout à fait. Les gens peuvent aller le consulter. Il y a même, non, en fait, il y a même un site initiative de la ceinture bleue. Il y a un site web initiative de la ceinture bleue. On va le mettre en descriptif de la vidéo. Voilà. Et au-delà de ce cadre stratégique, il y aura un plan d'action qui sera mis en œuvre et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la deuxième étape, je dirais qu'on est déjà dans la troisième étape parce que nous avons l'adhésion d'un nombre très satisfaisant de pays. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce qu'il y a une adhésion, parce qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a une utilité. Ensuite, il y a aussi des discussions pour mobiliser des fonds au niveau international avec des bailleurs de fonds. Nous sommes en phase de discussion. Nous n'avons pas encore de promesses formelles, mais nous sommes en discussion et nous avons des projets déjà de démonstration. Nous appelons un portefeuille de projets. C'est vraiment des projets de démonstration dans le sens où nous pensons que puisqu'ils ont donné des fruits dans un pays, que ce soit au Maroc ou ailleurs, pourquoi ne pas essayer de les reproduire dans le cadre d'une coopération justement sud-sud et dans le cadre d'un financement pour lequel la plateforme collaborative va mobiliser des fonds, va essayer de chercher des fonds pour pouvoir les reproduire. Donc c'est vraiment comme ça que nous allons procéder. Et typiquement là, nous sommes en train d'entrer vers l'étape la plus importante qui est la réalisation de projets, mobiliser des fonds et réaliser des projets. Il ne s'agit pas que des déclarations d'intention, mais vraiment de réaliser des choses. Et le Maroc est crédible et légitime de prendre cette position, je dirais, de leadership, parce que il a travaillé 10 ans grâce à sa stratégie Haliotis. Il a fait mûrir le secteur de la pêche. Il a des avancées indéniables, avec bien sûr beaucoup de choses à améliorer. Comme partout. Et il a également des projets qu'il met en avant, qui servent d'exemple et qui attirent les pays, d'une part les bailleurs de fonds et les pays
potentiellement bénéficiaires. Donc pour l'instant, le principal frein, si je puis dire, ça demeure le financement. C'est-à-dire une fois le financement débloqué, on peut passer à la concrétisation et la matérialisation de projets concrets au profit des différents pays qui participent à l'initiative. En apparence, ça peut être la mobilisation des fonds, mais moi je dirais c'est plutôt la mise en œuvre et l'exécution qui est pour moi, à mon avis, le plus important parce que l'exécution dans des cadres collaboratifs est un processus très complexe. Et il faut mobiliser des ressources humaines. C'est quelque chose de très complexe. Il faut former. Il faut former, il faut mobiliser les bonnes personnes, il faut exécuter. C'est du travail de très long terme. C'est des projets de longue haleine et qui en s'accélérant, c'est un succès permet de encourage les autres et ça fait boule de neige. Donc nous sommes dans une étape critique aujourd'hui. Je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, nous avons investi, le Maroc a eu le courage de décider d'investir dans sa flotte. Aujourd'hui, nous avons signé, Monsieur le ministre a signé des mémorandums d'entente avec des pays, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a signé des mémorandums d'entente pour que nous puissions accompagner des pays et qu'on réalise des prospections scientifiques. Ça rentre dans l'axe également, non seulement de la coopération sud-sud, marocaine, africaine, mais également dans le cadre de l'initiative de la Ceinture Bleue, où il y a un axe spécifique, renforcement de l'observation côtière et océanique. D'accord. La problématique, c'est qu'effectivement, il y a des efforts à faire au niveau technique, financier, etc. Mais le principal défi demeure, à mon avis, après vous me direz si je me trompe, c'est le changement des mentalités, notamment dans le secteur privé, qui a l'habitude depuis des décennies de travailler de la même manière et qui doit, à un certain moment, acter la nécessité de changement sans rapport à la mer, sans rapport aux ressources halieutiques. Alors, au niveau du secteur privé, dans les industries de la mer, y a-t-il un début de changement de mentalité ? Écoutez, c'est une question d'autant plus pertinente que c'est le cœur de l'initiative de la Ceinture Bleue. Ce que nous voulons faire, c'est de transformer justement les acteurs en champions de la durabilité. Et l'initiative de la Ceinture Bleue n'est pas là pour élaborer des stratégies nationales, n'est pas là pour édicter des normes de gestion et de gouvernance des océans. Pas de produire des labels, c'est pas ça le but. Quoique, on en reparlera. Le label, c'est à la limite labelliser des projets, ça peut être une spécificité à l'initiative. Mais ce que je veux dire, c'est que gérer et gouverner les océans et les ressources halieutiques, c'est connu. On sait, on connaît la manière de faire. On connaît je dirais les leviers. Donc l'initiative, ça serait de la redondance de revenir et proposer quelque chose qui est déjà fait. Il y a déjà des projets qui sont financés et les États, dès lors qu'ils ont cette volonté politique de gérer durablement leurs ressources, ils peuvent mettre en place, les outils sont connus. Donc nous n'avons pas vocation de faire cela. Nous avons vocation de faciliter l'exécution de la bonne gouvernance. Et comment nous voulons faciliter l'exécution de la bonne gouvernance? C'est au niveau de trois axes, justement. D'abord, il faut la donnée scientifique. Elle est indispensable. Donc, d'où l'axe de l'observation. Et les deux axes, c'est quoi? C'est pêche et aquaculture durable, c'est comment développer les outils d'exploitation durable. Aujourd'hui, par exemple, je demande à un pêcheur de pêcher de manière respectueuse les océans. D'accord? Mais s'il a un vieux bateau qui lui coûte beaucoup de gasoil, avec des engins, les engins qu'il trouve sur le marché, qui sont destructeurs, qui polluent, ou qui sont destructeurs de l'écosystème, de l'habitat, et ainsi de suite. Même si j'édicte des normes, je lui dis il faut pêcher moins et valoriser plus, il n'a pas l'outil pour le faire. Et même si, on va dire, c'est une grosse entreprise qui peut aller dans la R&D, c'est compliqué, c'est une démarche compliquée. Parce que même s'il veut le faire lui-même, il y a, je dirais, toute la communauté qui ne respecte pas. Pourquoi lui, il ferait l'effort et les autres ne suivraient pas? Donc d'ailleurs, c'est comment on dit, ça me reviendra.
Mais toujours est-il que la tragédie des communs, c'est justement quand une ressource est commune, il suffit qu'il y en ait un qui fasse mal pour que tout le monde veuille faire mal, parce que pourquoi moi je ferais bien alors que les autres font La mal. question de la crédibilité et de la norme. Donc, l'objectif pour nous, c'est de travailler sur des systèmes d'exploitation, des outils de production, transformer ces outils, ces moyens, pour encourager, favoriser à ce que les opérateurs, les pêcheurs, les aquaculteurs, lorsqu'ils exploitent l'océan, le font de manière durable et économiquement rentable et viable. Donc, c'est pour ça que nous parlons du bateau du futur. Nous voulons travailler sur un bateau qui, pourquoi pas, avec une motorisation à hydrogène ou autre, qui puisse qui soit conçu, un prototype qui soit conçu pour valoriser le produit pêché, qu'on travaille sur des engins qui soient plus respectueux de l'environnement, qui ne détruisent pas l'habitat, et ainsi de suite. Et c'est un effort. C'est une fois que nous travaillons sur ce genre de prototype, par la mobilisation de fonds, d'accord, eh bien, et qu'on met à la disposition des opérateurs, eh bien, l'application des normes édictées par les États et par les stratégies nationales sera beaucoup plus aisée. Donc vraiment, c'est une initiative qui se veut être complémentaire. Et qui est globale, qui prend en compte... Et qui a une vision globale. Aujourd'hui, nous avons un projet, l'INRAE en train de développer vraiment un projet assez innovant. On n'est pas les seuls à le faire probablement, mais en tout cas, on est parmi les rares à être aussi avancé, qui est un outil de smart fishing, c'est-à-dire, et c'est ce que nous avons présenté lors de la conférence, parce que, excusez-moi, je vais juste faire une petite extension où on a fait digression, c'est le terme que je cherchais. Nous avons présenté lors de cette conférence plusieurs showcases, plusieurs projets que le Maroc a fait, ou d'autres pays, dans l'objectif de dire, bon voilà, ce genre de projet, l'initiative de la ceinture bleue peut essayer de les reproduire. En tout cas, la plateforme collaborative serait le bon espace pour pouvoir assister les pays qui aimeraient reproduire ce genre de projet chez eux, ou des opérateurs privés, tout simplement. Qui peuvent investir dans la R&D. Donc, pour revenir à ce projet de Smart Fishing, c'est quoi? Nous avons mis en place un projet pêche sentinelle, c'est-à-dire que nous avons développé des outils pour que les pêcheurs contribuent à l'observation scientifique. Ça soit parce que, partant du concept utilisateur-observateur, l'INRH ou tous les instituts de recherche ne peuvent pas observer l'océan à eux seuls. Tout à fait, ils ne peuvent pas couvrir l'immensité. Alors qu'il y a des milliers de pêcheurs en permanence, jour et nuit, dans la mer. Donc, utilisons leur présence pour observer. Donc, on a mis en place un projet pêche sentinelle. Une fois qu'on a mis en place ce système et qu'on nous avons rodé ce système de collecte de l'information en permanence, en plus de toute l'information que nous avons, nos prospections scientifiques, les données satellites, les données environnementales, eh bien, nous avons développé un système basé sur l'intelligence artificielle et sur le machine learning pour pouvoir permettre de faire des prédictions et anticiper les meilleures pêches, les pêches les plus intelligentes, qui soient non seulement économiquement rentables, mais en plus qui respectent les conditions biologiques et écologiques de durabilité des stocks. Et en plus, le pêcheur non seulement n'a rien à perdre à contribuer, mais au contraire, il a tout à gagner. Il a tout à gagner. Il aura des indications pour optimiser la pêche. Exactement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 sorties pour faire une opération de pêche parce qu'un jour il ne trouvera pas le poisson, eh bien à terme, eh bien, on lui réduira le nombre de sorties inutiles. Le fait de lui réduire le nombre de sorties, c'est notre souci parce que économiquement c'est intéressant pour lui, et donc le fait qu'il soit rentable économiquement, il ne sera pas tenté de surpêcher quand il trouve du poisson parce que il reste rentable. Il n'a pas peur de laisser le poisson. Il y en aura pour demain. Il y en aura pour demain. Donc c'est ce changement de mentalité. Nous ne devons pas seulement en faire des leçons. Nous ne devons pas être des donneurs de leçons. Nous devons être des pédagogues
par l'exemple en offrant des outils innovants à ces pêcheurs. Et c'est de la même manière avec les aquaculteurs. Nous voulons développer l'algoculture vous avez vu, il y a eu quand même un discours très intéressant sur l'opportunité de développer l'algoculture, mais au-delà de son intérêt, il y a encore beaucoup de défis. Et à la plateforme collaborative et à l'initiative de la Ceinture Bleue, de travailler, de mobiliser les moyens, les scientifiques, l'expertise, le réseau de savoir pour rendre cet objectif, ce vœu, en réalité. Et c'est ça l'initiative de la Ceinture Bleue. Donc tous ces projets intéressants potentiellement qui amèneront à transformer la manière des pêcheurs et des aquaculteurs à appréhender leur métier, eh bien, nous devons les accompagner dans le cadre d'un partenariat sud-sud ou tripartite. Donc, si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un simple plan, d'une simple stratégie comme il y en a beaucoup au Maroc, et on en a besoin, mais il s'agit réellement d'un changement de vision, de rapport, de paradigme dans le rapport à la mer. C'est vraiment un projet ambitieux, c'est à tous les niveaux, mentalité, opérationnelle, financement, technique, scientifique. Et donc, en fait, ça se décline, si j'ai bien compris, en différents sous-projets qui communiquent entre eux. Tout à fait. La plateforme collaborative sera là pour justement dynamiser plusieurs projets en parallèle. Et c'est pour ça que vous avez vu le concept même de l'initiative, la conférence de haut niveau. C'est une table ronde. Nous sommes tous là, nous travaillons de manière collaborative. Nous avons le même objectif sous l'égide des Nations Unies quand même. Il y a les objectifs du développement durable. Le haut niveau, c'est pas pour la déco, c'est réellement de haut niveau. Mais bien sûr, le haut niveau diplomatique. Il y a, c'est des ministres qui siègent, c'est des responsables et nous avons un seul et même objectif, c'est de réaliser les objectifs du développement durable, qui sont indispensables pour la survie de l'humanité. Donc c'est vraiment, nous croyons en ce projet. Et nous pensons que il y a le volet politique qui est important, le parrainage, mais le plus important ensuite, ça sera de transformer ces intentions en réalité à travers des projets concrets pour que les opérateurs, les populations locales, que ce soit au Maroc ou en Afrique et ailleurs, voient l'intérêt, profiter et qu'on accompagne cette transformation. Abdelmak Faraj, pourriez-vous nous parler du bateau qu'il y a derrière vous? Est-ce que c'est un bateau réel ou... Oui, c'est un bateau réel. C'est une maquette Non, c'est une maquette d'un bateau réel. C'est Hassan Marrakchi. C'est une nouvelle acquisition de l'INRH. C'est déjà apparu dans les journaux plusieurs fois et aujourd'hui il est opérationnel. C'est un bateau qui a été construit au Japon dans le cadre d'un prêt. Et qui a coûté environ 50 millions de dollars. Donc, le Maroc peut être fier d'avoir investi dans ce bateau de recherche océanographique, 48 mètres de long. C'est un laboratoire flottant qui a 30 jours d'autonomie, qui peut accueillir jusqu'à 13 scientifiques, qui a un équipage de 17 personnes et qui peut travailler 24 heures sur 24 et qui fait aussi bien de la pêche, des mesures océanographiques, sédimentaux. Donc il y a une vision écosystémique de la recherche halieutique en fait. Et bien notre prochain épisode, on le fera à bord du bateau. Inch'Allah. Abdelmak Faraj, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions et j'invite les gens qui nous suivent à aller visiter le site de l'INRH et le site de la Blue Belt Initiative afin de pouvoir accéder à toute la documentation et approfondir leurs recherches ou acquérir les informations qui leur sont utiles. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.